Il y a des secrets si profondément enfouis qu'ils finissent par devenir une partie de soi, une ombre silencieuse qui grandit avec le temps, se nouant autour du cœur et de l'âme. Pendant des décennies, j'ai porté le mien, seul, caché derrière le sourire que la vie m'avait appris à afficher. Personne ne savait que j'avais une fille. Pas même mes enfants. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui est sans doute la chose la plus difficile que j'ai gardée dans mon cœur, une histoire d'amour, de perte, de résilience et de rédemption, tissée dans le silence de l'oubli. Je suis née en 1939, dans un petit village du Périgord, un endroit où tout le monde se connaissait, où les secrets étaient lourds et les silences épais. J'étais l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Mon père était bûcheron, ma mère couturière. Nous vivions modestement, mais jamais je n'ai manqué de pain ni de tendresse. Petite, je rêvais de devenir institutrice. J'aimais apprendre, j'aimais les livres, j'aimais raconter des histoires aux enfants du voisinage qui venaient m'écouter sous le grand chêne au bout du champ. Mais le destin ne m'a pas laissé choisir. À 17 ans, poussée par ma famille, j'ai épousé Henri, un homme du village, plus âgé que moi de 12 ans. Mes parents disaient qu'il était sérieux, travailleur, qu'il m'assurerait un avenir stable. Ce que personne n'a vu, ou que tout le monde a préféré ignorer, c'était la violence tapie sous son regard. Au début, Henri était gentil, prévenant. Il me couvrait de compliments devant les autres. Mais dès que la porte se fermait derrière nous, son visage changeait. Il devenait dur, exigeant, impatient. La première gifle est arrivée sans prévenir, un soir de 1957, parce que la soupe était trop froide à son goût. Je n'ai rien dit, ni à ma mère, ni à mes sœurs. À qui aurais-je parlé de toute façon? Dans notre monde, une femme devait supporter, une femme devait se taire. Les années ont passé, je suis tombée enceinte. Puis de nouveau, 3 enfants sont nés, chacun espacé de 2 ans. Chaque grossesse me fragilisait un peu plus. Chaque accouchement me laissait plus seule, plus usée. Henri, lui, devenait de plus en plus irritable. Le travail manquait, l'alcool entrait dans la maison comme une marée noire. Et moi, je disparaissais. Je faisais tout pour éviter sa colère. Je préparais ses repas avec soin. Je tenais la maison d'une main de fer. Je portais toujours un sourire devant les voisins, mais à l'intérieur, je n'étais plus qu'une ombre. Je n'avais que 24 ans et je me sentais déjà vieille. Le soir où tout a basculé, c'était en janvier 1963. Il faisait froid, très froid. Le givre recouvrait les carreaux et le feu crépitait dans la cheminée. Henri était rentré plus tôt que prévu, ivre-mort. Il râlait, pestait contre tout, le gouvernement, son patron, la neige qui bouchait les chemins. Je faisais de mon mieux pour l'ignorer. J'avais mis les enfants au lit. J'avais préparé une soupe chaude, du pain frais. Mais ce soir-là, rien n'aurait pu calmer sa rage. Il a renversé la table d'un coup de pied. La vaisselle s'est brisée en 1000 morceaux sur le sol. J'ai sursauté, tremblante. Je savais que si je faisais un geste de travers, ce serait pire. Je n'ai rien dit, je n'ai pas crié. Je n'ai pas bougé, mais il a vu la peur dans mes yeux. Et ça l'a rendu fou. Il a traversé la pièce en 2 enjambées. Il m'a attrapé par les cheveux. J'ai senti ma tête partir en arrière, mes pieds quitter le sol. Il m'a traîné jusqu'à la porte, l'a ouverte d'un geste brutal, et m'a jeté dehors. La neige m'a englouti. Le froid a mordu ma peau, à travers ma robe légère. Je voulais me relever. Mais avant que je ne puisse bouger, j'ai senti un coup violent dans mon dos. Je suis tombée. Et tout s'est brisé. Je me souviens encore du bruit. Un craquement sourd, horrible, venu de mon propre corps. Je me souviens de la douleur fulgurante, de mes jambes qui refusaient de répondre. Et du ciel noir au-dessus de moi, indifférent à ma détresse. Henri est retourné à l'intérieur sans un mot. Il a refermé la porte. Et moi, je suis restée là, allongée sur le sol gelé, incapable de bouger, incapable de hurler, incapable même de pleurer. Le temps s'est étiré comme une vieille corde. Je ne sais pas combien de minutes, d'heures, je suis restée ainsi. Je me souviens seulement du froid qui remontait en moi comme un poison, et de mes pensées qui devenaient de plus en plus confuses. Je pensais à mes enfants, à leurs petits visages endormis, à leur souffle paisible derrière les murs de la maison. Personne ne viendrait m'aider. Personne n'oserait défier Henri. Et moi je n'étais déjà plus qu'un poids mort dans la neige. Quand l'aube a commencé à poindre, un mince filet de lumière grise sur l'horizon, j'ai entendu des pas. Ce n'était pas Henri. C'était mon fils aîné, alors âgé de 6 ans. Il était sorti chercher du bois pour le feu et il m'a vu, gisant là, bleu de froid. Il a crié. Il a hurlé si fort que la voisine, Madame Roux, est sortie de chez elle. Elle a couru vers moi, m'a recouverte d'un manteau. Elle a envoyé son mari chercher de l'aide. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas bouger. Quand les secours sont arrivés, mon regard s'est éteint. Je me suis réveillée 3 jours plus tard, dans un lit d'hôpital à Périgueux. La lumière était blafarde. Tout sentait le désinfectant et le métal froid. Un médecin était penché au-dessus de moi.
Il a parlé doucement, comme on parle à une enfant perdue. Je n'ai pas tout compris tout de suite. Je ne voulais pas comprendre. Mais ces mots ont fini par percer la brume. Votre colonne vertébrale est gravement atteinte, Madame Laurent. Vous ne pourrez plus marcher comme avant. Je n'ai rien répondu. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée là, immobile, en sentant que plus rien ne serait jamais pareil. Ils m'ont gardé 2 mois à l'hôpital. 2 mois à regarder les murs, à entendre les chariots grincer dans les couloirs, à sentir mon corps s'atrophier lentement. Henri n'est venu qu'une seule fois. Il s'est tenu au pied de mon lit, les bras croisés, les yeux froids. Il a dit que j'étais une charge, que je n'avais qu'à faire attention. Il est reparti sans un regard en arrière. À ce moment-là, quelque chose s'est cassé en moi. Pas mon dos, pas mes jambes, mais cette corde invisible qui me liait à lui. Cette illusion que je devais tout supporter. Quand l'hôpital a décidé que je pouvais sortir, ils ont proposé de me renvoyer chez moi, avec des béquilles, avec des soins. J'ai refusé. Je savais que si je retournais là-bas, il finirait le travail. Et cette fois, il n'y aurait personne pour me trouver dans la neige. On m'a transféré dans une maison de repos pour invalides en périphérie de la ville. Un lieu triste, gris, où l'on enfermait les éclopés, les fêlés, les oubliés. Je me souviens du portail en fer forgé, du grincement des roues de ma chaise sur les pavés, de l'odeur d'urine et de désespoir. Les autres résidents étaient vieux, usés, fatigués. Certains ne parlaient plus. D'autres murmuraient des souvenirs au mur. J'avais 24 ans et j'étais l'une d'eux. Le premier mois, je n'ai pas adressé la parole à une seule âme. Je mangeais en silence. Je participais aux exercices de rééducation sans conviction. Je regardais par la fenêtre les jours gris s'étirer, les feuilles mortes tourbillonner. Parfois, je pensais à mes enfants. Je savais qu'ils étaient restés avec Henri. Je savais que je n'avais aucun droit de les réclamer. À cette époque, en France, une femme infirme n'était rien, encore moins face à un mari respectable aux yeux du village. Je les imaginais grandir sans moi. Je priais en silence pour qu'ils oublient la peur, pour qu'ils deviennent des hommes bons malgré le sang d'Henri qui coulait dans leurs veines. Je me répétais chaque matin que je devais tenir, pour eux, pour moi, pour quelque chose que je ne comprenais pas encore. Mais au fond, je savais que je survivais plus par instinct que par espoir. Chaque nuit, je rêvais que je courais, que mes jambes fortes me portaient à travers des champs de blé doré, que je dansais pieds nus sous un ciel d'été. Et chaque matin, je me réveillais dans ce corps cassé, ce corps qui ne répondait plus. Certains jours, je pensais à en finir. Ce serait facile, ici, personne ne poserait de questions. Mais à chaque fois, une voix intérieure murmurait « Pas encore. Tiens bon, attends. » J'ai attendu. Je ne savais pas quoi, je ne savais pas qui. Mais j'ai attendu, et un jour, elle est arrivée. Elle est arrivée comme un rayon de soleil perçant les nuages. Son nom était Solange. Elle était infirmière, jeune, tout juste sortie de l'école. On aurait dit qu'elle portait la joie en elle, une sorte de lumière qui ne s'éteignait jamais. Quand elle est entrée dans ma chambre pour la première fois, elle a souri. Un vrai sourire, pas un sourire de façade, pas un sourire de pitié. Un sourire qui venait du cœur. Elle m'a parlé. Au début, j'ai ignoré ses questions. Je ne répondais pas. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle venait me voir chaque jour. Elle me racontait sa journée, des anecdotes sur les autres patients, des histoires drôles. Elle me parlait de ses projets, de ses rêves. Elle me racontait ses visites dans sa famille à la campagne, l'odeur de la terre mouillée après la pluie, le goût des fraises du jardin. Peu à peu, sans même m'en rendre compte, j'ai commencé à l'écouter. Sa voix était douce, mais ferme. Elle ne me laissait pas m'apitoyer sur mon sort. Un jour, elle m'a dit « Madame Laurent, vous avez un corps cassé, mais pas une âme brisée. Vous avez encore beaucoup à donner. » Ces mots ont résonné en moi. À donner quoi? À qui? J'étais une femme sans avenir, sans famille, sans espoir. Mais Solange ne m'a pas lâchée. Elle a insisté pour que je participe aux séances de rééducation. Elle venait me chercher en souriant, même quand je me cachais sous ma couverture. Elle m'a forcé à me lever, à essayer de bouger mes jambes, même si la douleur était lancinante. Elle m'a montré les progrès des autres, ceux qui, comme moi, avaient failli abandonner et qui, grâce à elle, avaient retrouvé un peu de leur dignité. Un après-midi, alors que je luttais pour monter quelques marches avec mes béquilles, elle m'a prise dans ses bras. Pas un geste de pitié. Un geste de force, de soutien. Elle m'a murmuré à l'oreille « Vous y êtes presque. Je sais que vous pouvez le faire. » Et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu envie d'y croire. C'est Solange qui m'a appris à marcher de nouveau. Pas à courir, pas à danser, mais à poser un pied devant l'autre, à retrouver un semblant d'équilibre. C'était un combat de chaque instant, une victoire sur moi-même. Chaque pas était une souffrance, mais chaque pas était aussi une libération. Je me sentais renaître, non pas comme la jeune femme insouciante que j'avais été, mais comme une nouvelle personne, plus forte, plus résiliente. 1 an s'est écoulé.
J'avais fait des progrès immenses. Je pouvais me déplacer sans béquille, juste avec une canne. Je pouvais aider les autres patients, leur apporter un peu de réconfort, leur raconter mon histoire pour leur donner espoir. La maison de repos, qui m'avait semblé être une prison, était devenue un refuge. J'avais tissé des liens avec Solange, bien au-delà de la relation patient-infirmière. Elle était devenue ma confidente, mon amie, ma sœur. Elle m'apportait des livres, elle m'apprenait à tricoter, elle m'emmenait parfois faire un tour au marché. Ces petites sorties étaient des bouffées d'air pur dans mon existence. Un jour, elle est venue me voir avec un grand sourire. « Madame Laurent, j'ai une grande nouvelle. Je vais me marier. » Je l'ai félicitée du fond du cœur, mais j'ai senti un pincement au cœur. Je savais qu'elle allait partir, qu'elle allait construire sa propre vie. Et moi, je resterais là, dans cette maison de repos, seule avec mon passé. Elle a vu ma tristesse dans mes yeux. Elle m'a pris la main. « Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublierai pas. Je viendrai vous voir. Et puis, j'ai une autre surprise pour vous. » Quelques semaines plus tard, Solange est revenue. Elle n'était plus seule. Une jeune femme se tenait à ses côtés. Elle avait les yeux clairs, le sourire timide. Solange m'a présenté. « Madame Laurent, voici ma cousine, Marie. Elle vient de la campagne, elle cherche du travail en ville. Elle a besoin d'un logement, et je pensais. » Elle m'a regardée avec des yeux pleins d'espoir. Elle avait compris. Elle savait que j'avais besoin de quelqu'un à mes côtés. Marie s'est installée dans une petite chambre à côté de la mienne. Elle était couturière, comme ma mère. Elle travaillait pour un atelier en ville. Le soir, elle venait s'asseoir près de moi, elle me racontait sa journée, elle m'écoutait parler. Peu à peu, une amitié est née entre nous. Elle était douce, calme, respectueuse. Elle m'aidait pour les petites choses du quotidien, elle me promenait dans le jardin quand il faisait beau. Elle était devenue ma famille de cœur. Mais le destin, parfois, est cruel. Quelques mois plus tard, Marie est tombée malade. Une toux sèche, une fièvre persistante. Le médecin de la maison de repos a diagnostiqué une tuberculose. À l'époque, c'était une maladie redoutable, souvent mortelle. Marie a été transférée dans un sanatorium, loin de la ville. Je suis restée seule, de nouveau. Je me sentais vidée, comme si on m'avait arraché une partie de moi. J'ai prié, j'ai veillé des nuits entières. Mais Marie ne s'en est jamais remise. Elle est morte quelques mois plus tard. J'ai pleuré Marie comme j'aurais pleuré ma propre fille. J'étais en colère contre le destin, contre cette injustice. Pourquoi moi? Pourquoi toutes ces épreuves? J'avais l'impression que la vie s'acharnait sur moi, me reprenant chaque parcelle de bonheur que je parvenais à construire. Mais au lieu de me laisser sombrer dans le désespoir, la mort de Marie a allumé en moi une étincelle. Une étincelle de rébellion. Je ne pouvais pas continuer à subir. Je devais me battre. Pour Marie. Pour Solange. Pour toutes ces femmes qui, comme moi, avaient été brisées par la vie. Je suis sortie de la maison de repos en 1965. J'avais 26 ans. Je pouvais marcher, lentement, avec ma canne, mais je pouvais marcher. J'avais un peu d'argent, grâce aux quelques économies que j'avais faites en vendant mes ouvrages de tricot et de couture aux infirmières. J'ai loué une petite chambre en ville, dans un quartier populaire. C'était une pièce unique, avec un lit, une table, une chaise. Mais c'était chez moi. Pour la première fois de ma vie, j'étais libre. J'ai cherché du travail. Mais qui voudrait employer une femme infirme, sans diplôme, sans expérience? J'ai essuyé des refus, des regards de pitié, des portes closes. Mais je ne me suis pas découragée. J'ai commencé à faire des petits travaux de couture à domicile. Je raccommodais, je créais des petits napperons, des mouchoirs brodés. Les voisines ont commencé à me connaître, à parler de moi. Le bouche à oreille a fonctionné. Bientôt, j'avais suffisamment de travail pour vivre modestement. J'ai aussi commencé à donner des cours de lecture et d'écriture aux enfants du quartier qui ne pouvaient pas aller à l'école. Je me souvenais de mon rêve d'être institutrice. Je leur apprenais les lettres, les chiffres, les couleurs. Leurs rires, leurs questions, leurs progrès étaient mon plus grand bonheur. Je me sentais utile. Je me sentais vivante. C'est à cette époque que j'ai rencontré Jean. Il était veuf, un peu plus âgé que moi, il travaillait comme mécanicien dans un garage. Il avait un fils de mon âge. Il venait me voir chaque jour, après son travail. Il m'apportait des fleurs, des fruits, du chocolat. Il me racontait ses journées, il me faisait rire. Il ne me regardait pas avec pitié, mais avec tendresse. Il voyait la femme forte derrière le corps abîmé. Il voyait mon âme. J'avais peur. Peur de l'amour, peur de la souffrance, peur de la déception. J'avais promis à mon cœur de ne plus jamais s'attacher à un homme. Mais Jean était différent. Il était doux, patient, respectueux. Il m'a montré ce qu'était l'amour véritable. Pas celui qui blesse, mais celui qui répare. Nous nous sommes mariés en 1968. Une petite cérémonie, simple,
mais pleine d'émotion. Pour la première fois depuis des années, j'ai enfilé une robe blanche. Jean a tenu ma canne pendant que je signais les registres. Mes amis de la maison de repos étaient là. Solange, qui était venue de loin, était là. Le quartier entier était là. J'avais ma famille de cœur. Jean était un homme bon. Il m'a offert la paix, la sécurité, l'amour dont j'avais tant manqué. Il a pris soin de moi, de mes enfants. Il a été un père formidable pour eux, aimant, patient, juste. Ils ont grandi ensemble, comme une vraie famille. Mes propres enfants, ceux que j'avais laissés derrière moi, ceux dont je n'avais jamais reparlé, je ne les avais jamais revus. Henri s'était assuré qu'ils ne me trouvent jamais. J'avais tant de fois essayé de les retrouver, d'avoir de leurs nouvelles. Mais toutes mes tentatives étaient restées vaines. J'ai eu d'autres enfants avec Jean, 2 garçons, puis une fille. Ma vie était pleine, riche, joyeuse. J'avais tout ce dont j'avais rêvé, et même plus. Mais il y avait toujours ce vide, cette ombre dans mon cœur, cette absence, cette fille dont personne ne savait l'existence. La fille dont je vous parle n'était pas celle que j'avais eue avec Jean. Non, celle-là, elle était le fruit de mon premier mariage, de ce passé sombre que j'avais tant voulu oublier. Elle était née avant même que je ne quitte Henri, et son existence avait été un secret absolu, une douleur silencieuse que je portais au plus profond de moi. Ce jour de 1963, quand Henri m'avait jeté dehors, j'étais enceinte de 3 mois. Je ne le savais pas encore. L'hôpital ne m'avait rien dit. Ou peut-être n'avait-il pas voulu me le dire, vu mon état, ma situation. Ce n'est qu'après être sortie de la maison de repos, en 1965, quand ma santé s'était un peu stabilisée, que les symptômes avaient commencé. Nausées, fatigue, un ventre qui s'arrondissait doucement. Je me suis rendue chez un médecin, en secret, un petit cabinet discret en périphérie de la ville. Le diagnostic est tombé comme un coup près, enceinte de 6 mois. J'étais sous le choc. Comment cela était-il possible? Le médecin a expliqué qu'avec le traumatisme que j'avais subi, mon corps avait réagi bizarrement, que ma grossesse avait pu passer inaperçue au début. Et maintenant? Que faire? J'étais seule, sans ressources, à peine capable de marcher sans ma canne. J'avais mes 2 aînés, qui vivaient encore avec Henri, et que je ne pouvais pas revoir. Et maintenant, un autre enfant, un enfant que je ne pourrais pas assumer. Le médecin m'a parlé d'une institution religieuse, un couvent qui accueillait les jeunes filles mères. Un lieu où l'on pouvait accoucher dans la discrétion, où l'on pouvait laisser son enfant à l'adoption, sans jugement. C'était la seule solution, il le savait. Et je le savais aussi. Je n'avais pas le choix. J'ai passé les 3 derniers mois de ma grossesse dans ce couvent, caché du monde. Chaque jour était une torture. Je sentais la vie grandir en moi, ce petit être qui n'avait rien demandé, qui allait être arraché à ma chair dès sa naissance. Les religieuses étaient dures, froides, mais justes. Elles faisaient leur travail, sans émotion. Elles me rappelaient sans cesse que c'était pour le bien de l'enfant, pour qu'il ait une vie meilleure, une vie que je ne pouvais pas lui offrir. Le 15 mars 1966, ma fille est née. Elle était si petite, si fragile. Elle avait mes yeux. Ses cheveux étaient noirs, comme ceux de son père. Je l'ai tenue dans mes bras, pendant quelques minutes seulement. J'ai gravé son visage dans ma mémoire, chaque trait, chaque expression. J'ai senti son petit corps contre le mien, son souffle chaud. Je l'ai embrassé sur le front, en lui murmurant des mots que personne n'entendrait jamais. Des mots d'amour, de pardon, de promesse. Je lui ai dit que je l'aimerais toujours, quoi qu'il arrive. Je lui ai dit que je la porterais dans mon cœur, même si je ne pouvais pas la garder. Elles l'ont emmenée, je ne l'ai plus jamais revue. Je n'ai même pas su son nom. Elles m'ont dit qu'elle serait placée dans une bonne famille, une famille qui pourrait lui donner tout ce que je n'avais pas. J'ai signé les papiers. Les larmes coulaient sur mes joues, silencieuses, amères. Ce jour-là, une partie de moi est morte. Mais une autre partie a continué de vivre, avec l'espoir secret, fou, qu'un jour, peut-être, je la retrouverai. Après ça, je suis retournée à ma petite chambre en ville. Je travaillais, j'enseignais. J'essayais de me reconstruire, de panser mes plaies. Mais chaque nuit, son visage revenait me hanter. Son petit corps contre le mien. Ce lien invisible qui nous unissait. Et je priais pour qu'elle soit heureuse, où qu'elle soit. Quand Jean est arrivé dans ma vie, j'ai tout caché. Je n'ai jamais parlé de cette grossesse, de cette fille abandonnée. Comment aurais-je pu? C'était une honte, une blessure trop profonde. Et puis, je voulais tourner la page, commencer une nouvelle vie, une vie normale. Jean était un homme bon, il ne méritait pas de porter ce poids. Mes enfants, ceux que j'ai eus avec lui, ont grandi sans jamais soupçonner l'existence de cette sœur aînée. Je les aimais de tout mon cœur, ils étaient ma joie, ma fierté. Mais je ne pouvais pas leur mentir, je devais leur cacher cette vérité douloureuse. Les années ont passé, ma vie était pleine, riche. J'ai eu mes 2 garçons avec Jean, puis ma petite fille, Sophie. Elle était la lumière de ma vie,
elle ressemblait tellement à celle que j'avais perdue. Je la serrais fort dans mes bras, je lui donnais tout l'amour que j'avais en moi. Mais parfois, en la regardant, une ombre passait sur mon cœur. Le souvenir de l'autre, de celle que je n'avais pas pu garder. J'ai vieilli. Mes cheveux ont blanchi. Mon corps s'est usé. Jean est parti le premier, emporté par la maladie. Une partie de moi est partie avec lui. J'ai pleuré mon mari, mon ami, mon amour. Mes enfants m'ont entouré, m'ont soutenu. Je me suis accrochée à eux, à mes petits-enfants. Mais le secret, lui, était toujours là, enfoui au plus profond de moi. Parfois, une angoisse me prenait à la gorge. Et si elle me retrouvait? Et si elle venait frapper à ma porte? Que lui dirais-je? Comment expliquerais-je mon silence, mon abandon? Je savais que la vérité finirait par éclater un jour ou l'autre. Je me préparais à l'affronter. Mais comment? Je ne savais pas. Un jour, ma petite fille, qui est devenue une jeune femme intelligente et curieuse, a commencé à s'intéresser à l'histoire de notre famille. Elle voulait faire un arbre généalogique. Elle passait des heures à fouiller dans de vieilles boîtes, à poser des questions. J'ai senti mon cœur se serrer. Je savais que ce moment allait arriver. Elle a trouvé de vieilles lettres de mes parents, des photos. Mais rien sur cette période, rien sur ma première vie. Un après-midi, elle est venue me voir, un dossier à la main. « Mamie, j'ai trouvé ça aux archives départementales. Un document sur une femme de notre région, qui a été hospitalisée à Périgueux en 1963. Le nom, ça ressemble au tien. Et la date. Mon cœur a raté un battement. Elle avait trouvé le début du fil. Elle m'a regardé, ses yeux pleins d'interrogations. C'était toi, mamie? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas pu lui mentir. J'ai commencé à raconter. Non pas toute la vérité, pas encore, mais le début de l'histoire. La violence de mon premier mari, l'accident, l'hôpital, mon séjour à la maison de repos. Je lui ai épargné le reste, le secret le plus douloureux. Elle m'a écouté en silence, les larmes aux yeux. Elle m'a serré dans ses bras. Oh mamie, je suis tellement désolée. Elle ne m'a pas jugée. Elle m'a juste aimée. Mais la curiosité est une flamme qui, une fois allumée, ne s'éteint pas si facilement. Ma petite fille a continué ses recherches. Elle est allée au couvent. Elle a posé des questions. Et un jour, elle est revenue avec un petit carnet. Le carnet des naissances du couvent. Elle a trouvé mon nom, la date de naissance de ma fille. Et un nom que je n'avais jamais entendu. Mamie, j'ai trouvé ça. Son nom est Sylvie. Ces mots ont été un choc. Sylvie, ma fille avait un nom. Elle existait, elle avait été baptisée. Elle n'était pas juste une ombre, un souvenir douloureux. Elle était une personne. Ma petite fille a continué à parler, mais je n'entendais plus. Mon esprit était ailleurs, dans le passé, dans ce couvent, avec cette petite fille que j'avais tenue dans mes bras quelques minutes seulement. Sylvie, Sylvie. Le nom résonnait dans ma tête comme une mélodie oubliée. Ma petite fille m'a demandé « Tu veux la retrouver, mamie ?» Je l'ai regardée, les yeux embués de larmes. Voulais-je la retrouver? J'avais passé ma vie à fuir ce passé, à cacher cette vérité. Mais au fond de moi, j'avais toujours espéré ce moment. Le moment où je pourrais enfin la serrer dans mes bras, la regarder dans les yeux, lui demander pardon. J'ai dit oui. D'une voix faible, mais pleine d'une détermination nouvelle. Oui, je voulais la retrouver. Il était temps, il était plus que temps. Retrouver Sylvie, le défi était immense. Je n'avais aucune idée par où commencer. Heureusement, ma petite fille, avec sa jeunesse et sa détermination, était là pour m'aider. Elle était ma lumière dans cette quête. Elle avait des outils, des connaissances que je n'avais pas. Elle connaissait Internet, les bases de données, les associations. Nous avons commencé par contacter l'administration du couvent, mais l'ancienneté du registre et les règles de confidentialité rendaient la tâche ardue. Les religieuses étaient âgées, les souvenirs flous. Elles n'avaient gardé que des informations rudimentaires. Elles ne pouvaient nous donner que la date de naissance, le nom Sylvie, et le fait qu'elle avait été adoptée par une famille vivant dans une autre région. C'était un maigre début, mais c'était un début. Ma petite fille a ensuite contacté plusieurs associations d'aide à la recherche de personnes adoptées. Les démarches étaient longues, complexes. Il fallait fournir des preuves, des documents, raconter mon histoire, encore et encore, à des inconnus. Chaque fois, je sentais la douleur remonter, la honte, le regret. Mais je tenais bon, pour Sylvie. Pour moi, les semaines se sont transformées en mois. Les mois en années. J'étais âgée, ma santé déclinait. Parfois, le découragement me gagnait. Et si elle ne voulait pas me retrouver? Et si elle était heureuse sans moi? Et si elle me rejetait? Ces pensées me torturaient. Mais ma petite fille ne m'a jamais laissé abandonner. Elle était inépuisable. Elle fouillait des registres d'état civil, des annuaires, des bases de données. Elle envoyait des lettres, passait des coups de fil. Un jour,
L'un des fils que j'avais eu avec Jean, mon deuxième, est venu me voir. Il avait un regard étrange. Maman, j'ai entendu votre conversation avec ma petite fille. C'est vrai, tout ça, le moment que je redoutais tant était arrivé. J'ai senti mon cœur se serrer. Comment lui expliquer? Comment lui faire comprendre l'indicible? J'ai pris une grande inspiration et j'ai raconté. Tout. L'histoire d'Henri, la violence, l'accident, le couvent, la naissance de Sylvie, l'abandon, le secret. Les mots sortaient difficilement, avec des sanglots. Je voyais son visage se durcir, ses yeux se remplir de larmes. Quand j'ai eu fini, il s'est levé. Je pensais qu'il allait me juger, me rejeter. Mais il s'est agenouillé devant moi et m'a pris la main. Maman, je suis tellement désolée. Désolée que tu aies dû vivre tout ça. Désolée que tu aies dû porter ce secret seul. Je te pardonne, et je t'aiderai à la retrouver. Ces mots ont été un baume sur mes blessures. Mes enfants, ils étaient là. Ils me soutenaient. Peu à peu, la nouvelle s'est répandue dans la famille. Ma fille, Sophie, a été la dernière à l'apprendre. Elle a eu du mal à comprendre, elle était blessée. Mais elle m'a aimée plus forte encore. Elle a compris que j'avais agi par amour, par désespoir. Elle a compris que j'avais fait ce que j'avais pu avec les moyens de l'époque. Avec mes enfants et ma petite fille à mes côtés, la recherche a pris un nouveau tournant. Mon deuxième fils, qui avait des contacts, a pu accéder à des bases de données plus complexes. Il a passé des heures à recouper des informations, à chercher des correspondances. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais nous avions un objectif commun. Et puis, un matin, le téléphone a sonné. C'était l'association. Une voix m'a dit « Madame Laurent, nous avons une piste sérieuse. » Une femme, Sylvie, née le 15 mars 1966, adoptée, qui cherche ses parents biologiques. Elle vit dans le sud de la France. Mon cœur a bondi. J'ai eu du mal à respirer. C'était elle, je le savais. Le contact a été établi par l'intermédiaire de l'association. Une lettre d'abord. Une lettre où j'ai essayé de mettre tous mes regrets, tout mon amour, toutes mes excuses. J'ai raconté mon histoire, de façon brève, pour qu'elle comprenne pourquoi. J'ai attendu la réponse, des jours, des nuits. Chaque sonnerie de téléphone me faisait sursauter. Chaque jour sans nouvelles était une épreuve. Et puis, une enveloppe est arrivée. Mon nom et mon adresse, écrits d'une main inconnue. J'ai tremblé en l'ouvrant. La lettre était courte. « Madame, j'ai bien reçu votre courrier. Je ne vous juge pas, je comprends. J'aimerais vous rencontrer. » J'ai pleuré. Des larmes de soulagement, des larmes de joie, des larmes de peur aussi. Le jour J est arrivé, un matin de printemps. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café, à mi-chemin entre nos deux villes. Ma petite fille m'a accompagnée. Mes mains tremblaient, j'avais le cœur battant à tout rompre. Je ne savais pas à quoi elle ressemblait, je ne savais pas ce que j'allais lui dire. Elle est entrée, une femme élégante, aux cheveux courts, au regard doux. Elle avait les yeux clairs, mes yeux. Elle m'a vue, elle a hésité un instant, puis elle a marché vers moi. Elle m'a serré dans ses bras, sans un mot. Juste un long silence, rempli d'émotion. Ce câlin, je l'avais attendu toute ma vie. Le contact de sa peau, son odeur, c'était ma fille. Elle m'a raconté sa vie. Elle avait été adoptée par une famille aimante, des gens bien. Elle avait eu une enfance heureuse. Elle était mariée, elle avait 2 enfants. Elle était infirmière, comme Solange. Le destin avait ses propres chemins. Je lui ai demandé pardon. Pardon de l'avoir abandonnée. Pardon d'avoir gardé ce secret. Elle m'a dit « Maman, vous n'avez rien à vous faire pardonner. Vous avez fait ce que vous avez pu, et vous m'avez donné la vie. C'est le plus beau des cadeaux. » Nous avons passé des heures à parler, à nous raconter nos vies, nos joies, nos peines. Mes enfants l'ont rencontrée. Ils l'ont accueillie à bras ouverts. Sylvie a découvert qu'elle avait des frères et une sœur, des neveux et nièces. Une famille immense, inattendue. Aujourd'hui, Sylvie est une partie intégrante de ma vie. Elle vient me voir souvent. Nous passons des heures à discuter, à rire, à rattraper le temps perdu. Mes petits-enfants l'adorent. Mes enfants l'ont acceptée comme leur propre sœur. La boucle est bouclée. Le secret est enfin levé. Je sais que mon histoire est unique. Je sais que j'ai eu une chance inouïe. Mais je crois aussi que l'espoir est toujours là, même quand tout semble perdu. Il faut juste continuer à croire, à se battre, à chercher la lumière au bout du tunnel. Sylvie est ma lumière. Elle est la preuve que l'amour, la résilience et le pardon peuvent guérir toutes les blessures. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Mais chaque matin où j'ouvre les yeux, je remercie le ciel. Pas pour les miracles spectaculaires, mais pour les petites merveilles de chaque jour. Pour le sourire d'un enfant. Pour la main d'une amie, posée sur la vôtre sans un mot. Pour la simple, l'extraordinaire, l'inestimable beauté d'être encore là. D'être encore moi.
Le poids du secret avait disparu, mais il avait laissé des marques, des cicatrices invisibles sur mon âme. Retrouver Sylvie, c'était comme respirer pour la première fois après des décennies sous l'eau. Mais cette nouvelle liberté s'accompagnait aussi de la nécessité de reconstruire, de penser les plaies non seulement avec Sylvie, mais aussi avec mes autres enfants qui avaient découvert une facette de leur mère qu'ils n'auraient jamais imaginée. Mes fils, bien que choqués au début, avaient été d'un soutien inconditionnel. Mon deuxième fils, surtout, celui qui avait le premier appris la vérité, était devenu mon pilier. Il venait me voir chaque jour, discuter longuement avec moi, me poser des questions, non pas pour me juger, mais pour comprendre. Il a même aidé Sylvie à comprendre les difficultés de l'époque, la honte, le manque d'options pour les femmes seules. Il a fait le pont entre nous, apaisant les silences, comblant les non-dits. C'était un cadeau inestimable. Ma fille, Sophie, a mis plus de temps à digérer la nouvelle. Elle était la plus jeune de mes enfants avec Jean, et elle avait toujours été ma petite dernière, celle que j'avais serrée le plus fort contre moi. L'idée d'une sœur aînée, cachée pendant toute leur vie, était une pilule amère à avaler. Pendant quelques semaines, une distance s'est installée entre nous. Elle était blessée, se sentant trahie par ce silence prolongé. Je l'ai laissée venir à moi. Je savais que le temps et la patience seraient mes meilleurs alliés. Un après-midi, elle est venue me voir, les yeux rouges. « Maman, pourquoi tu ne nous as rien dit ?» J'ai senti mes larmes monter. « Ma chérie, j'avais si peur. Peur de vous décevoir, peur de votre jugement, peur de revivre la honte de cette époque. Et puis, je voulais vous protéger, vous offrir une vie normale, sans les ombres de mon passé. » Elle m'a regardé longuement. « Mais ce passé, c'est aussi notre histoire. Sylvie, c'est notre sœur. » Elle avait raison. J'ai hoché la tête, impuissante. Elle a fini par me serrer dans ses bras, des sanglots secouant son corps. « Je t'aime, maman, et je suis heureuse qu'elle soit là. » C'est à ce moment-là que j'ai su que tout irait bien, que la famille, malgré les épreuves, restait unie. L'intégration de Sylvie dans notre famille a été un processus délicat, mais magnifique. Les premières rencontres étaient empreintes de curiosité, d'une légère gêne, mais aussi d'une immense tendresse. Mes petits-enfants étaient fascinés par cette nouvelle grand-tante. Ils posaient des questions naïves, désarmantes. « Tu étais où avant ? Pourquoi mamie ne t'a pas gardée ?» Sylvie, avec sa douceur, répondait avec patience, expliquant que ce n'était la faute de personne, que les choses étaient différentes à l'époque. Elle a raconté à ses frères et sœurs d'adoption son histoire. Comment elle avait toujours senti un vide, une interrogation sur ses origines. Ses parents adoptifs, des gens merveilleux, l'avaient toujours soutenue dans sa quête, même si le processus avait été long et parfois frustrant. Ils l'avaient encouragée à chercher, car ils savaient que la connaissance de ses racines était essentielle pour son équilibre. Ils m'ont même envoyé une lettre, pleine de gratitude, me remerciant d'avoir donné naissance à cette femme qu'ils aimaient tant. C'était une preuve de leur grandeur d'âme. Sylvie a apporté avec elle une nouvelle dimension à notre famille. Elle avait une force tranquille, une sagesse forgée par ses propres épreuves. Elle m'a aidé à guérir des blessures que je pensais incurables. Chaque fois qu'elle me prenait la main, chaque fois qu'elle me racontait une anecdote de sa vie, je sentais un morceau de mon passé se reconstituer, une pièce manquante se remettre en place. Nous avons partagé des moments simples et précieux. Des repas de famille, des après-midi passés à feuilleter de vieux albums photos, des promenades dans le jardin. Elle aimait écouter mes histoires sur mon enfance, sur le village du Périgord, sur Solange, sur Marie. Elle a même visité la maison de repos où j'avais séjourné, un pèlerinage pour comprendre mon chemin. Elle a rencontré les religieuses encore vivantes, et a eu des éclaircissements sur ses premiers jours de vie. C'était un moment fort en émotion pour nous deux. La vie de Sylvie, bien que marquée par cette adoption, était pleine et heureuse. Elle avait construit une carrière épanouissante, avait un mari aimant et des enfants adorables. Je me suis sentie soulagée de la voir si bien. Mon sacrifice n'avait pas été vain. Elle avait eu la vie que je n'avais pas pu lui offrir. Et maintenant, elle avait aussi une grande famille biologique qui l'accueillait avec tout son amour. Mes autres enfants, au fur et à mesure des mois, ont développé une relation forte avec Sylvie. Mes fils admiraient sa force de caractère. Sophie, ma fille, a trouvé en elle une confidente inattendue. Elle passait des heures au téléphone, partageant leur vie, leur joie et leur peine. Les liens du sang, même après des décennies de silence, étaient indéniables. Parfois, les souvenirs de mon premier mariage refaisaient surface. La violence, la peur, le désespoir. Mais maintenant, ils étaient atténués par la lumière de Sylvie, par la force de ma famille. Je ne vivais plus dans l'ombre. J'étais enfin libre. Libre de mon passé, libre de mes peurs. J'ai compris que le pardon n'était pas seulement pour les autres, mais aussi pour moi-même. Pardonner la jeune femme que j'étais, qui avait fait ce qu'elle pouvait pour survivre. Pardonner les circonstances, la société de l'époque.
Accepter que le passé fait partie de qui je suis, sans me laisser définir par lui. Mon corps était fatigué, usé par les années et les épreuves. Ma canne était devenue une extension de moi-même. Mais dans mon cœur, je me sentais plus jeune, plus légère que jamais. La paix que j'avais cherchée si longtemps était enfin là. Une paix profonde, durable. Je me suis assise un après-midi sur ma chaise à bascule, devant la fenêtre, regardant le soleil couchant peindre le ciel de 1000 couleurs. Sylvie était venue me voir, elle était assise à côté de moi, lisant un livre. Ses enfants jouaient dans le jardin avec mes petits-enfants. Leur rire emplissait l'air, doux et mélodieux. J'ai fermé les yeux, et j'ai respiré profondément. L'odeur du pain chaud qui venait de la cuisine. Le son des voix de ma famille. Le battement paisible de mon propre cœur. C'était ça, le bonheur. Pas les choses grandioses, mais ces petits moments, ces instants de grâce. La simple, l'extraordinaire, l'inestimable beauté d'être encore là. D'être enfin moi. Et surtout, d'avoir ma fille, ma Sylvie, à mes côtés. L'intégration de Sylvie dans notre famille a été un processus organique, parfois lent, mais toujours empreint de sincérité et de bienveillance. Ce n'était pas un simple ajout, c'était une pièce maîtresse qui retrouvait sa place dans un puzzle inachevé. Chaque membre de la famille a réagi à sa manière, et j'ai observé, le cœur serré de bonheur, les liens se tisser. Mes petits-enfants, innocents et sans préjugés, ont été les premiers à l'adopter sans réserve. Pour eux, Sylvie n'était pas un secret douloureux du passé, mais une grand-tante à découvrir, une nouvelle source d'histoire et de câlins. Ils l'ont bombardée de questions sur sa vie, sur ses enfants, sur les régions où elle avait vécu. Leur rire emplissait la maison lorsqu'elle leur racontait des anecdotes de son enfance, des choses que je ne connaissais pas, mais qui me faisaient sourire de tendresse. Sylvie avait le don d'apaiser, de rassurer, et les enfants sentaient cette douce énergie. Ma petite fille, l'instigatrice de cette réunion, a continué de jouer un rôle essentiel. Elle est devenue le pont entre nous, celle qui organisait les repas de famille, les week-ends prolongés, s'assurant que Sylvie se sente pleinement intégrée. Elle et Sylvie ont développé une complicité unique, partageant des confidences, des rires, des moments privilégiés. J'observais ma petite fille, cette jeune femme brillante et pleine d'empathie, et je me disais que ma vie, malgré toutes les peines, avait été richement récompensée par sa présence. Mes fils, eux, ont pris le temps. Ils ont cherché à comprendre, non seulement Sylvie, mais aussi leur mère. Mon deuxième fils, qui avait été le premier à savoir, a continué à me soutenir inconditionnellement. Il passait des heures avec Sylvie, à parler de tout et de rien, à l'aider à se familiariser avec les arbres généalogiques et les photos de famille. C'était une manière pour lui de penser ses propres blessures, de reconstruire une histoire familiale plus complète. Mon aîné, plus réservé, a mis un peu plus de temps. Il avait été le premier à me trouver dans la neige, et la souffrance de cette nuit-là était restée gravée en lui. Voir Sylvie, c'était aussi se confronter à cette période sombre de ma vie. Mais il a fini par l'accueillir avec une tendresse infinie, reconnaissant la force et la résilience qu'elle partageait avec moi. Et puis, il y avait Sophie, ma dernière fille, ma petite chérie. La blessure de mon secret avait été plus profonde pour elle. Elle avait l'impression d'avoir été privée d'une partie de son histoire, d'une sœur. Mais avec le temps, et grâce à l'écoute attentive de Sylvie, leur relation a éclos. Elles ont découvert de nombreux points communs, des passions partagées, un sens de l'humour similaire. Elles ont passé des heures au téléphone, puis des week-ends entiers, à explorer les recoins de leur nouvelle fraternité. Sophie a finalement trouvé en Sylvie non seulement une sœur, mais aussi une amie chère, quelqu'un qui comprenait une part de son histoire familiale d'une manière que personne d'autre ne pouvait. Les premiers Noëls et anniversaires avec Sylvie et sa famille ont été des moments d'une intensité émotionnelle rare. La maison résonnait de rires, de conversations joyeuses. Nous étions une grande famille, éclatée par le passé, mais réunie par le présent. Sylvie a apporté avec elle ses propres traditions, ses propres histoires, enrichissant notre foyer de nouvelles couleurs. Voir mes enfants et petits-enfants s'épanouir autour d'elle, l'entourer d'affection, était le plus beau cadeau que la vie pouvait m'offrir. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer les parents adoptifs de Sylvie. C'était une rencontre pleine de respect et de gratitude mutuelle. Ils m'ont raconté avec amour l'enfance de Sylvie, les défis qu'ils avaient rencontrés, les joies qu'elle leur avait apportées. J'ai vu dans leurs yeux la sincérité de leur amour, et j'ai compris que Sylvie avait une vie riche et pleine de bonheur, bien au-delà de mes espérances les plus folles. Leur gentillesse a achevé de me libérer de la culpabilité qui me rongeait. Je leur étais infiniment reconnaissante d'avoir pris soin de ma fille, de lui avoir offert un foyer, un amour que je n'aurais pas pu lui donner à l'époque. Avec Sylvie, j'ai revisité mon passé. Nous sommes retournés ensemble sur les lieux de mon enfance, dans ce petit village du Périgord. La maison de mes parents, le grand chêne sous lequel je racontais des histoires, l'église où je m'étais mariée. Chaque lieu ravivait des souvenirs, certains doux, d'autres amers. Elle écoutait attentivement, posait des questions,
absorbant chaque détail de l'histoire de sa mère. Elle voulait comprendre d'où elle venait, non seulement génétiquement, mais aussi émotionnellement, socialement. Nous sommes passés devant la maison d'Henri. Les fenêtres étaient sombres, la porte close. Il était mort depuis de nombreuses années, et le village l'avait oublié. Il ne restait rien de la terreur qui l'avait inspiré. Juste une vieille bâtisse vide, témoignage silencieux d'un passé douloureux. Voir cet endroit avec Sylvie à mes côtés, c'était comme exorciser un fantôme. La peur n'était plus là. Seule subsistait la tristesse d'une vie gâchée, mais aussi la gratitude pour la résilience qu'elle m'avait forcée à développer. Nous avons aussi revu Solange. Elle était désormais une femme âgée, mais son regard avait conservé cette étincelle de joie et de bienveillance qui m'avait tant marquée. Elle a serré Sylvie dans ses bras, les larmes aux yeux. Elle s'est souvenue de la jeune femme blessée que j'avais été, et elle a vu la femme accomplie que j'étais devenue. C'était un moment de clôture, un remerciement silencieux à celle qui m'avait tendu la main lorsque j'étais tombée. Sylvie m'a offert un cadeau inestimable, la paix. La paix avec mon passé, la paix avec moi-même. Elle m'a permis de me pardonner, de comprendre que j'avais fait du mieux que je pouvais avec les cartes que la vie m'avait données. Elle a rempli un vide que je ne savais même plus exister, une pièce manquante de mon puzzle. Ma vie, j'en suis consciente, est un témoignage de la capacité humaine à survivre et à s'épanouir après des épreuves inimaginables. Je n'ai jamais cherché la pitié, seulement la compréhension. Et aujourd'hui, entourée de l'amour de ma famille, je me sens plus riche que jamais. Pas en biens matériels, mais en amour, en liens, en histoire. L'histoire d'une femme qui a trouvé sa fille, et en la trouvant, s'est retrouvée elle-même. Je me suis surprise un jour à rire, un rire profond et insouciant, un rire que je n'avais pas entendu depuis des décennies. Un rire qui venait du fond de mon cœur. C'était la preuve que la joie, la vraie joie, était revenue dans ma vie. Elle n'était pas tapageuse, pas exubérante, mais douce et constante, comme une mélodie apaisante. Mon corps me rappelle chaque jour les épreuves que j'ai traversées, la douleur chronique, la difficulté à me déplacer. Mais mon esprit est libre, mon cœur est léger. Je regarde mes petits-enfants courir dans le jardin, j'entends les voix de mes enfants résonner dans la cuisine, et je sais que la vie continue, belle et précieuse. Chaque matin, je me réveille avec un sentiment de gratitude. Pour la lumière du soleil qui entre par la fenêtre, pour le chant des oiseaux, pour le simple fait d'être encore là. Et je pense à Sylvie, ma fille, mon miracle. La preuve que l'amour ne meurt jamais, qu'il trouve toujours son chemin, même à travers les plus grands secrets. Les années ont continué de s'égrener, douces et paisibles. Chaque jour était un cadeau, chaque rencontre avec Sylvie, une célébration. Mais comme toute histoire, la mienne comportait aussi son lot d'ombre, des moments de réminiscence qui, bien que moins douloureux, me rappelaient d'où je venais et le chemin parcouru. Parfois, un détail, une odeur, un mot, pouvaient déclencher une vague de souvenirs. L'odeur de la soupe aux légumes me ramenait à la cuisine de mes parents, aux hivers froids du Périgord, mais aussi à la peur qui me rongeait lorsqu'Henri rentrait. Le bruit d'une porte qui claque trop fort me faisait encore tressaillir, une réminiscence de la nuit où ma vie avait basculé. Ces flashs étaient courts, moins intenses qu'avant, mais ils étaient là, me rappelant que le passé, même s'il était accepté, ne s'effaçait jamais complètement. Sylvie, avec sa sensibilité, le percevait. Elle avait une capacité étonnante à lire mes émotions, à sentir quand une ombre passait sur mon visage. Elle venait alors s'asseoir près de moi, me prenait la main. « Ça va, maman ? Tu penses à quelque chose ?» Et souvent, je lui racontais. Les détails que je n'avais pas osé confier à mes autres enfants. Les peurs profondes, les moments de désespoir absolu. Elle écoutait, sans jugement, avec une infinie compassion. Parfois, elle versait une larme avec moi. Ces confidences partagées renforçaient notre lien, le rendant plus profond, plus authentique. Elle m'a demandé un jour, « Maman, as-tu déjà regretté de m'avoir abandonnée ?» La question était directe, sans détour, mais je savais qu'elle venait d'un cœur aimant, cherchant à comprendre, non à blesser. J'ai pris le temps de réfléchir. Regretter, oui, chaque jour de ma vie, je l'ai regretté, ma chérie. Non pas de toi, mais des circonstances. Je regrette de ne pas avoir eu la force, les moyens, la liberté de te garder. Je regrette d'avoir vécu dans une époque où les femmes comme moi étaient jugées, punies. Mais je ne regrette pas la femme que tu es devenue. Tes parents adoptifs t'ont offert une vie que je n'aurais jamais pu t'offrir. Et pour ça, je leur serai éternellement reconnaissante. Elle a hoché la tête, un sourire triste sur les lèvres. Je sais, maman. Je n'ai jamais douté de ton amour. Je savais que tu avais fait ce que tu pouvais. Ces mots étaient un baume pour mon âme. Le pardon qu'elle m'accordait, non pas de mes actes, mais de mes souffrances, était le plus beau des cadeaux. Nous avons aussi parlé de mes autres enfants, ses frères et sa sœur. Sylvie a exprimé parfois un regret de ne pas avoir grandi avec eux, de ne pas avoir partagé les jeux d'enfants, les secrets d'adolescents. Je lui ai assuré qu'ils étaient là maintenant,
qu'il l'aimait et qu'il voulait rattraper le temps perdu. Et c'était vrai. Mes enfants se sont démenés pour inclure Sylvie dans chaque aspect de leur vie, pour créer des souvenirs qui compenseraient le passé. Les fêtes de famille sont devenues plus grandes, plus joyeuses. Mes petits-enfants, désormais plus âgés, avaient développé une relation spéciale avec Sylvie. Ils l'appelaient Tati Sylvie, un diminutif plein de tendresse. Les enfants de Sylvie, à leur tour, ont rencontré leurs cousins, et une nouvelle branche de la famille s'est épanouie. C'était une symphonie de rires, de voix, de nouvelles histoires qui se tissaient sous mes yeux. Je suis devenue une vieille dame entourée d'amour. Ma maison, qui avait été si longtemps un lieu de solitude, était désormais pleine de vie. Le jardin était rempli de fleurs, les photos de famille couvraient les murs. Chaque objet, chaque souvenir, racontait une partie de mon histoire, une partie du chemin parcouru. J'ai continué à tricoter, à coudre, mais plus par nécessité, par plaisir. Je confectionnais des couvertures pour mes arrière-petits-enfants, des écharpes pour mes enfants, des cadeaux faits avec mes mains et mon cœur. Chaque maille, chaque point, était une méditation, un moment de gratitude. Ma petite fille, ma précieuse petite fille, s'est passionnée pour la généalogie. Elle a continué ses recherches, non plus pour retrouver Sylvie, mais pour construire notre arbre familial, pour documenter notre histoire. Elle a découvert des ancêtres lointains, des histoires de vie oubliées. Elle a donné un sens, une profondeur à nos racines, montrant que chaque vie, chaque parcours, même le plus humble, avait son importance. Elle a même retrouvé des informations sur ma famille d'origine, des nouvelles de mes frères et sœurs qui, après toutes ces années, avaient perdu ma trace. Certains d'entre eux étaient toujours vivants. J'ai eu l'occasion de leur parler au téléphone, puis de les revoir. C'était un mélange d'émotions. La joie de retrouver des visages familiers, le regret des années perdues, la difficulté de se raconter une vie entière en quelques heures. Mais c'était important de boucler la boucle, de leur montrer que j'avais survécu, que j'avais construit ma vie. Et de leur présenter Sylvie, cette fille dont personne ne savait l'existence. Leurs réactions ont été diverses, allant de la surprise à l'émotion. Certains étaient émus, d'autres plus réservés, mais tous ont salué ma force et mon courage. Ces retrouvailles ont ajouté une nouvelle couche à mon histoire, une réconciliation avec mes origines. J'ai pu leur parler d'Henri, de la violence, de la peur que je n'avais jamais osé partager avec eux à l'époque. Ils ont écouté, certains avec des larmes aux yeux, regrettant de ne pas avoir su, de ne pas avoir pu m'aider. Je leur ai assuré que je ne leur en voulais pas. Chacun avait ses propres fardeaux à porter. Mes journées sont désormais paisibles. Je me lève tôt, je prends mon café en regardant le lever du soleil. Je lis, j'écoute de la musique. Je reçois des visites, des appels. Ma santé est fragile, mais mon esprit est vif. Je me sens en paix. Je pense souvent à la jeune femme que j'étais, celle qui gisait dans la neige, cassée et désespérée. Je la regarde avec tendresse, avec respect. Elle a survécu. Elle s'est battue. Elle a trouvé l'amour, la joie, la rédemption. Mon histoire, c'est l'histoire d'une femme ordinaire qui a vécu des choses extraordinaires. Une histoire de résilience, de pardon et de l'amour inconditionnel qui, même dans les moments les plus sombres, trouve toujours son chemin. C'est l'histoire de Sylvie, ma fille, qui a ramené la lumière dans ma vie. Et c'est l'histoire que je veux partager, pour que chacun sache que même les secrets les plus lourds peuvent être révélés, que les blessures les plus profondes peuvent guérir, et que l'espoir, toujours, est un chemin. La vie, dans sa grande sagesse, continue de nous offrir des leçons, même quand on pense avoir tout appris. Après avoir retrouvé Sylvie, et m'être réconcilié avec mon passé et ma famille, je pensais avoir atteint un plateau de paix. Mais la vie avait encore des surprises en réserve, des petites douceurs et des défis inattendus qui venaient enrichir mon quotidien de vieille dame. Mes relations avec mes frères et sœurs, celles que ma petite fille avait retrouvées, se sont approfondies. Il y a eu des visites, des appels téléphoniques réguliers. J'ai découvert des neveux et nièces que je ne connaissais pas, des cousins éloignés. C'était comme si l'arbre généalogique que ma petite fille avait commencé à tracer prenait vie sous mes yeux. Nous avons partagé des souvenirs d'enfance, des anecdotes sur nos parents, des éclats de rire sur des bêtises d'antan. Ces moments étaient précieux, ils me reconnectaient à mes racines, à la jeune fille insouciante que j'avais été avant que la vie ne me frappe si durement. Certains d'entre eux, bien sûr, avaient leur propre vie, leurs propres secrets. La vérité sur Sylvie a été accueillie différemment par chacun. Certains ont été émus, reconnaissant mon courage et ma force. D'autres étaient plus distants, peut-être gênés par cette histoire qui bousculait leur vision de notre famille. Mais j'ai appris à accepter ces nuances. On ne peut pas plaire à tout le monde, et le plus important était d'être en paix avec moi-même. Avec le temps, Sylvie est devenue non seulement ma fille retrouvée, mais aussi ma meilleure amie. Elle était celle à qui je pouvais tout dire, sans filtre, sans crainte de jugement. Nous parlions de tout, de la vie, de la mort, de l'amour, des doutes. Elle m'apportait ses joies,
ses peines, ses questionnements sur ses propres enfants qui grandissaient et prenaient leur envol. Je la conseillais, forte de mon expérience, mais j'apprenais aussi beaucoup d'elle, de sa vision du monde, si différente de la mienne. Elle m'a initiée aux nouvelles technologies. Au début, j'étais réticente. Moi, une vieille dame avec un téléphone portable ou une tablette. Mais elle a insisté, avec patience et gentillesse. Elle m'a montré comment envoyer des messages à mes petits-enfants, comment regarder des vidéos sur Internet, même comment faire des appels vidéo avec Sylvie quand elle ne pouvait pas venir me voir. C'était une fenêtre sur le monde, une manière de rester connectée, même quand mon corps fatigué m'obligeait à rester à la maison. Un jour, Sylvie est venue avec une idée folle, écrire mon histoire. « Maman, ton parcours est incroyable. Il faut que tu le partages. Ça pourrait aider tellement de gens. » J'ai ri. Moi, écrire un livre? Je n'étais qu'une simple femme, une survivante, rien de plus. Mais elle a insisté. Elle m'a dit que ma résilience, ma capacité à surmonter les épreuves, à pardonner, à aimer, était une source d'inspiration. Au début, j'ai dicté. Sylvie prenait des notes, enregistrait mes récits. C'était difficile. Chaque mot ravivait des souvenirs, me ramenait aux moments les plus sombres de ma vie. Je revivais la violence, la solitude, la peur. Mais Sylvie était là, à mes côtés, me tenant la main, me donnant le courage de continuer. Elle me posait des questions, creusant les détails, cherchant les émotions. Elle était ma biographe, mais aussi ma thérapeute. Au fur et à mesure que l'histoire prenait forme, j'ai senti un poids s'alléger. C'était comme si chaque mot écrit, chaque souvenir partagé, libérait une partie de moi. Le processus était douloureux, mais il était aussi purificateur. Je me suis rendu compte que raconter mon histoire, c'était la transformer, la transcender. Ce n'était plus seulement mon fardeau, c'était un témoignage. Le livre a fini par prendre forme. Il s'appelait simplement « Le secret de Sylvie ». Un titre qu'elle avait choisi, un hommage à notre lien retrouvé. Le manuscrit était épais, rempli de mes mots, de nos mots. Sylvie l'a tapé, l'a mis en forme. Elle a même trouvé un éditeur. C'était une petite maison d'édition locale, mais pour moi, c'était un miracle. La publication du livre a été un événement. Mes enfants, mes petits-enfants, ma famille élargie étaient là. Ils étaient fiers de moi. Je n'ai jamais cherché la gloire ou la reconnaissance. Je voulais simplement que mon histoire soit entendue, pour ceux qui, comme moi, se sentaient seuls, brisés, désespérés. Pour leur dire qu'il y a toujours un chemin, une lumière au bout du tunnel. Les retours ont été incroyables. Des lettres, des messages de partout en France, de gens qui avaient été touchés par mon récit. Des femmes qui avaient vécu des situations similaires, qui se sentaient moins seules. Des enfants adoptés qui avaient trouvé de l'espoir dans ma quête. Des gens qui avaient simplement été émus par la force de l'amour et du pardon. J'ai même été invitée à des séances de dédicaces, à des rencontres avec les lecteurs. Moi, la petite paysanne du Périgord, la femme brisée, devenue auteure. C'était surréaliste. Je me tenais devant des inconnus, et je leur parlais de mon histoire. Je voyais dans leurs yeux la compassion, la compréhension. C'était une forme de guérison collective. Mon corps, lui, continuait à décliner. La maladie avait fait son chemin. Je passais de plus en plus de temps alité, mais mon esprit était serein. J'avais fait tout ce que je pouvais. J'avais aimé, j'avais vécu, j'avais partagé. J'avais retrouvé ma fille. Sylvie venait me voir chaque jour. Elle me lisait des extraits de mon livre, les messages des lecteurs. Elle me racontait les dernières nouvelles de la famille, les bêtises de mes arrière-petits-enfants. Sa voix était douce, apaisante. Un soir, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orangées et violettes, elle était assise à mon chevet. J'ai senti mes forces m'abandonner, mais je n'avais pas peur. J'étais en paix, j'ai pris sa main. « Sylvie, ma chérie, merci. Merci pour tout, tu es le plus beau cadeau de ma vie. » Elle a posé sa tête sur ma poitrine, et j'ai senti ses larmes chaudes couler sur ma peau. Elle n'a rien dit, juste un sanglot silencieux. J'ai fermé les yeux, j'ai repensé à ma vie, à chaque étape du chemin. La douleur, la résilience, l'amour. La boucle était bouclée. Le secret était enfin dévoilé, et je partais en paix, entourée de l'amour de ma fille retrouvée. Le passage du temps, pour une vieille femme comme moi, est une symphonie étrange. Chaque jour est une note, parfois douce, parfois aigre, mais toutes se mêlent dans une mélodie unique. Après la publication de mon livre et les retrouvailles avec ma famille élargie, ma vie a pris une dimension nouvelle. Moins d'agitation extérieure, plus de contemplation intérieure. Je me suis retrouvée à réfléchir souvent sur le sens de ma vie, sur les choix que j'avais faits, sur les forces invisibles qui m'avaient guidée. J'ai compris que même dans les moments les plus sombres, il y avait eu des étincelles de lumière. Solange, la douce infirmière qui m'a appris à marcher de nouveau. Jean, l'homme bon qui m'a offert l'amour et la sécurité.
Mes enfants, qui m'ont donné une raison de vivre. Et Sylvie, ma fille, qui a refermé le cercle et a apporté la paix. Chaque matin, je me réveillais avec un sentiment de gratitude. Même si mon corps était faible, mon esprit était clair. Je pouvais voir le soleil se lever, entendre les oiseaux chanter, sentir le parfum des fleurs du jardin. Ces petites choses, que j'avais ignorées pendant tant d'années de souffrance, étaient devenues mes plus grands trésors. Je recevais encore des lettres, des messages de lecteurs, des histoires qui résonnaient avec la mienne. Des femmes qui, comme moi, avaient vécu l'indicible, des enfants en quête de leurs origines. Je prenais le temps de leur répondre, de leur apporter un mot d'espoir, de les encourager à ne jamais abandonner. Mon histoire n'était plus seulement la mienne, elle était devenue un phare pour d'autres âmes en détresse. Mes enfants et petits-enfants continuaient de veiller sur moi avec une tendresse infinie. Mes repas étaient préparés avec amour, ma maison toujours propre et chaleureuse. Sylvie, en particulier, était une présence constante. Nous avions développé une routine douce et réconfortante. Le matin, elle venait me lire le journal ou un passage de mon livre. L'après-midi, nous sirotions un thé en écoutant de la musique classique. Le soir, elle me racontait sa journée, les anecdotes de ses propres enfants, les petits tracas et les grandes joies. Nous parlions souvent de l'héritage. Non pas l'héritage matériel, mais celui du cœur. Je lui ai dit un jour, « Ma chérie, je ne te laisserai pas de grandes richesses, mais je te laisse mon histoire. Porte-la avec fierté, apprends de mes erreurs, mais surtout, retiens la force qui m'a permis de me relever. » Sylvie a souri, ses yeux clairs se sont embués. « Maman, tu m'as donné bien plus que n'importe quelle richesse. Tu m'as donné la vie, et tu m'as montré ce que c'est que d'être une femme forte, capable d'aimer et de pardonner. J'ai vu mes arrière-petits-enfants grandir. De petits bouts de choux curieux, ils sont devenus des enfants espiègles, puis des adolescents pensifs. Ils savaient mon histoire, racontée avec douceur et adaptée à leur âge par leurs parents. Ils me regardaient avec un mélange de respect et de tendresse. Parfois, le plus jeune venait s'asseoir sur mes genoux, me demandant « Mamie, raconte-moi encore l'histoire de la neige. » Et je racontais, inlassablement, car c'était ma manière de transmettre, de ne pas oublier. Le Périgord, ma terre natale, m'appelait parfois dans mes rêves. Je revoyais les champs de blé doré, les forêts denses, les rivières sinueuses. C'était une terre de contraste, de beauté et de dureté. Une terre qui avait forgé mon caractère. Je n'ai plus jamais pu y retourner physiquement après avoir quitté le village d'Henri. Mais dans mon cœur, j'y étais toujours. J'ai aussi eu des moments de profonde introspection sur le pardon. Comment pardonner à un homme qui m'avait brisée, qui m'avait jetée dans la neige, m'avait laissée pour morte? Il a fallu des années. Des années de silence, de colère refoulée, puis de travail sur moi-même. Le pardon n'est pas l'oubli. Ce n'est pas absoudre l'autre de ses fautes. C'est se libérer soi-même du poids de la haine, du ressentiment. J'ai pardonné à Henri, non pour lui, mais pour moi, pour pouvoir vivre en paix, pour ne pas laisser son ombre dicter la fin de ma vie. Et j'ai pardonné à la société de l'époque, à ses mœurs rigides, à son manque de compassion pour les femmes. Ce n'était pas juste, mais c'était ainsi, et je ne pouvais pas changer le passé. Je pouvais seulement changer ma façon de le regarder. Mon corps, lui, continuait sa lente descente. Les douleurs étaient plus fréquentes, la fatigue plus intense. Les journées se mélangeaient parfois, les nuits étaient longues. Mais je n'ai jamais perdu ma dignité. J'ai toujours veillé à être propre, bien coiffée, même dans mon lit. C'était ma manière de défier la maladie, de montrer que mon esprit restait maître. Sylvie m'a accompagnée dans cette dernière étape de ma vie avec une dévotion incroyable. Elle était là, jour et nuit, me tenant la main, me murmurant des mots doux. Elle me lisait des prières, des poèmes. Elle me parlait de l'avenir, de ses enfants, de ses projets, pour que je ne me sente pas seule face au vide. Je me souviens d'une après-midi particulière. Le soleil entrait par la fenêtre, baignant la pièce d'une lumière douce et dorée. Sylvie était assise près de moi, tenant ma main. J'ai regardé ses yeux, si semblables aux miens, et j'ai vu tout l'amour qu'elle portait en elle. « Ma Sylvie » ai-je murmuré, la voix faible. « Tu es le plus beau des livres. » Elle a souri, ses larmes coulaient sur ses joues. « Et tu es ma plus belle histoire, maman. » C'était une conclusion parfaite. Le secret était devenu une histoire. Ma souffrance était devenue un témoignage. Ma fille était mon héritage. Et mon âme, enfin apaisée, était prête pour le grand voyage. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, et chaque lever de soleil était une bénédiction. La vie continuait de me donner de petites joies, même dans la faiblesse grandissante de mon corps. J'observais ma famille, cette grande famille que j'avais construite, non sans douleur, mais avec tant d'amour. Je me disais que ma vie n'avait pas été vaine. Mes arrière-petits-enfants, avec leur énergie débordante, venaient égayer mes journées. Leurs rires, leurs questions, leurs dessins colorés étaient autant de rayons de soleil.
Ils ne comprenaient pas toujours la profondeur de mon histoire, mais ils sentaient l'amour qui émanait de moi. Ils me faisaient des câlins, me racontaient leurs journées d'école, leurs jeux. C'était un bonheur simple et pur. Mon livre, Le secret de Sylvie, a continué de vivre sa propre vie. Il a été traduit dans d'autres langues, touchant un public encore plus large. J'ai reçu des lettres de l'étranger, de femmes et d'hommes qui avaient été inspirés par mon parcours. C'était une sensation étrange de savoir que mes mots, écrits dans la solitude de ma chambre, voyageaient à travers le monde, portant un message d'espoir. Je n'aurais jamais pu l'imaginer. Je repensais souvent à la jeune femme que j'avais été, celle qui, à 17 ans, avait épousé Henri par devoir. Celle qui avait subi l'indicible sans un mot. Celle qui avait été jetée dans la neige et laissée pour morte. Je me voyais dans ses yeux, cette peur, cette résignation. Et je me disais, regarde-toi maintenant. Tu as survécu, tu as triomphé, le pardon. Ce mot résonnait en moi avec une force nouvelle. Pardonner n'était pas un acte unique, mais un cheminement, un processus continu. Chaque fois qu'une pensée amère sur Henri, ou sur la douleur de mon passé, refaisait surface, je la regardais en face. Je la reconnaissais, puis je la laissais partir. Je ne voulais pas que la haine ou le ressentiment soient mes dernières émotions. Je voulais la paix. Sylvie a été mon plus grand soutien dans cette démarche. Elle était là, toujours présente, toujours aimante. Elle me parlait de ses journées d'infirmière, des patients qu'elle soignait. Elle avait hérité de Solange, l'infirmière de la maison de repos, cette capacité à prendre soin des autres, à les écouter avec son cœur. Je me disais que le destin avait bouclé la boucle de manière magnifique. Un soir, alors que la lumière du jour s'estompait, Sylvie était à mes côtés. Nous étions seuls, dans le silence paisible de ma chambre. J'ai senti mon souffle devenir plus léger, mes paupières plus lourdes. Je savais que le moment était proche. J'ai pris sa main, fragile et tremblante. « Ma Sylvie » ai-je murmuré, la voix à peine audible. « Je t'aime. Dis à tes frères et sœurs que je les aime. Dis à mes petits-enfants que je les aime. » Elle a hoché la tête, ses yeux brillants de larmes. « Je leur dirai, maman, je t'aime aussi. Tu as été la meilleure des mamans. » J'ai souri, le plus beau des compliments. J'ai repensé à ma vie, à cette histoire que j'avais gardée secrète pendant si longtemps. Une histoire de survie, de résilience, de pardon et d'amour inconditionnel. J'ai vu défiler les visages, ma mère, mes sœurs, Solange, Marie, Jean, mes enfants. Et puis, au centre de tout, le visage de ma petite Sylvie, tel que je l'avais tenue dans mes bras à la naissance. Son petit corps fragile, ses yeux clairs. C'était le début et la fin de mon histoire. Le silence s'est fait plus profond. J'ai senti une paix immense m'envahir. Un calme que je n'avais jamais connu auparavant. C'était comme si toutes les douleurs, toutes les peurs, toutes les angoisses s'envolaient, me laissant légère, libre. J'ai fermé les yeux, et j'ai respiré une dernière fois, sentant le parfum des fleurs du jardin qui montait jusqu'à ma fenêtre. Le son lointain des rires de mes arrière-petits-enfants. Le doux murmure de la voix de Sylvie à mes côtés. Et ainsi, je suis partie. Pas dans la peur, pas dans la solitude, mais dans la paix et l'amour, entourée de la présence de ma fille, celle que personne ne savait que j'avais, et qui était devenue la lumière de ma vie. Mon histoire, c'est celle de tant de femmes. Une histoire de courage silencieux, de force inébranlable. Une histoire qui, je l'espère, résonnera et apportera un peu de réconfort à ceux qui en ont besoin. Car même dans les secrets les plus profonds, même dans les blessures les plus amères, il y a toujours une lueur d'espoir. Toujours un chemin vers la guérison. Et toujours, l'amour qui triomphe.